Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point spécial. Nous nous trouvons ici au mécanisme national de suivi. Nous sommes avec le coordonnateur, M. François Mwamba, parce que l'actualité nous impose d'aller vers les sources d'informations et de savoir plus, parce que le président de la République a commencé des consultations et il a reçu beaucoup de personnalités, dont le coordonnateur du mécanisme national de suivi. Nous sommes donc ici avec des confrères parce que nous voulons connaître un peu plus sur cette question, pour vous poser des questions sur ce qui va se passer demain. Les dialogues aura-t-il lieu? Les consultations sont au dialogue une contradiction, un préalable, un préambule, une finalité? Voilà des questions que vous vous posez et nous avons le devoir de vous apporter les informations. Mais nous n'avons pas les réponses, ce sont des personnalités, dont François Mwamba, qui ont des réponses. Avec mes confrères ici présents, nous allons entamer ces points de presse très rapidement parce que l'actualité s'accélère. Je voudrais donc déjà saluer José Nawej qui va poser le premier cette question. José Nawej, bonjour. Monsieur le coordonnateur, vous avez été reçu hier par le chef de l'État. Premièrement, d'abord, vous avez été reçu en quelle qualité? Et si c'est en votre qualité de coordonnateur, quel devrait être votre rôle à partir du moment où le chef de l'État entame les consultations? Oui, merci beaucoup pour cet exercice à vous tous. Et merci pour la question, cher José Nawej. Le chef de l'État a donc bien voulu effectivement nous recevoir. En ce qui me concerne, dans ma double qualité de responsable du parti politique ADER, c'était la première partie donc, de l'entretien que Monsieur le Président de la République a bien voulu nous accorder. Le compte-rendu par rapport à cet aspect-là de choses a été fait par le coordonnateur de l'ADER. Je ne reviens donc pas sur cet aspect-là. Il y a eu un deuxième temps où le Président de la République a reçu le coordonnateur du mécanisme national de suivi. Mon rôle est un rôle, je veux dire, qui est balisé, qui est clairement mentionné dans les missions qui sont celles du MNS. Comme vous le savez, notre pays, en souscrivant à l'accord cadre, a pris des engagements très précis. Au niveau national, il s'agit des engagements souverains dont l'exécution ne dépend que de la seule République démocratique du Congo. Il y en a 6, et parmi ces 6 engagements, il y en a une qui est transversale et qui, par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, à l'actualité et à la perspective électorale qui est devant nous, mentionne très clairement que nous devons promouvoir la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Et donc à ce titre-là, le MNS a un rôle central, puisque anticiper sur la mise en œuvre de l'ensemble des engagements en général et de celui-ci en particulier stipule effectivement que nous puissions également être ceux qui jouons le rôle catalyseur, c'est-à-dire favoriser et communiquer autour donc de ces questions. Nous en avons parlé effectivement avec le président de la République qui nous a indiqué la feuille de route en ce qui concerne le rôle du coordonnateur. Vous êtes sans ignorer que cette période ici est prête à polémique, à discussion. Comment vous situez, maintenant que vous avez été reçu par le président, comme l'a dit tout à l'heure José Nawej, comment vous situez cette période, cette initiative du président que l'on appelle les consultations? Parce que quand nous lisons dans l'accord cadre qui légitime les dialogues, on ne parle pas de consultations. Comment vous situez politiquement l'initiative du président? Parce qu'elle prête à confusion et elle a amené d'autres personnes de ne pas aller à cette invitation. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez compris de cette initiative? Non, je pense que, et d'ailleurs je ne m'inquiète pas du tout par rapport à l'implication des uns et des autres, que ce soit l'opposition, la majorité ou ce qu'il est convenu d'appeler dans notre pays la société civile. Je ne m'en inquiète pas du tout. Je pense qu'à ce point de départ, il y a peut-être des malentendus et des mélanges de genres
Ce qui est en train de se passer dans cette séquence est quelque chose de tout à fait normal. Nous étions en guerre, nous avons signé un accord cadre. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, notamment au titre des engagements nationaux. Il y a par ailleurs des engagements régionaux et internationaux, et il y a par ailleurs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne la résolution 2098 qui date de l'année dernière et celle du mois de mars le 26 de cette année, qui est donc la résolution 2211. Tous ces instruments, en réalité, sont des instruments qui se complètent. Au point de départ, pour finir la guerre, on signe, on prend des engagements de manière à ce que nous puissions dégager. Rappelez-vous, Goma a été occupé, et tout ça, etc. Le président de la République avait indiqué clairement que l'armée sera là, la diplomatie sera là, la politique sera là, et donc la branche diplomatique est allée donc à Addis Abeba, et donc on a signé ces engagements-là. Goma était libéré, nous sommes maintenant dans la prise de décisions subséquentes par rapport à ces engagements-là. Donc tout ça est tout à fait logique et tout à fait normal. Qui devait faire quoi? En ce qui concerne les engagements nationaux, je l'ai dit dans l'introduction, il s'agit des engagements souverains. Les 6 engagements, l'armée, décentralisation, la réforme structurelle, l'économie et tout ça, etc. C'est donc y compris la promotion de la réconciliation nationale. La République démocratique du Congo n'a des leçons à attendre de personne, n'a d'ingérence à attendre de personne. Il s'agit là de choses que nous devons faire. Et nous nous sommes donné des instruments. Il y a le gouvernement qui est à la tâche et il y a le MNS, qui est l'élément catalyseur et de communication par rapport à tout ce qui doit se faire et en particulier par rapport à ce qui se fait. Et donc, je répète, le président de la République, en prenant cette initiative, a tenu compte non seulement donc, de cet aspect qui structure un petit peu la démarche et l'agenda de la République démocratique du Congo, mais rappelons-nous, dans un premier temps, il y a eu quand même ce qu'on a appelé dans ce pays les concertations nationales. Et c'est tout simplement qu'avec du recul, on constate qu'à mesure que nous nous approchons des élections, les concertations nationales n'ont pas abordé ces sujets-là. Les sujets, comment nous allons aller aux élections, n'a pas fait l'objet des discussions aux concertations nationales pour une raison simple. Nous étions en 2013 pour des élections en 2016, et donc j'allais presque dire le problème en ce temps-là ne se posait pas. Ce problème se pose aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas un pays ordinaire. Nous sommes un sous-continent. Regardez en termes... nous sommes un pays... donc certains historiens ont qualifié de mosaïque des tribus et d'ethnies. Mais remarquez qu'à chaque fois que nous devons traverser une sorte de zone de turbulence, il y en a eu plusieurs, depuis 60 tout de même, dans notre pays, nous avons une pratique dans ce pays qui nous a chaque fois permis de pouvoir traverser ces zones avec un minimum de cohésion qui fait que ce pays tient. Puisqu'on peut quand même se poser la question de savoir, cette mosaïque, elle tient à quoi depuis plus de 50 ans? C'est cette culture qui a consisté, chaque fois qu'on a eu l'impression que nous allions dans le mur, que les choses allaient imploser, les Congolais se sont retrouvés, que ce soit à Tananarive, que ce soit à Sun City, Lusaka et tout ça, etc. Et dernièrement encore, même si c'est avec des résultats mitigés pour régler des problèmes CNDP, ça a quand même été de Baraza et tout ça, etc. À l'Est, on a vu la combinaison armée-diplomatie pour dégager le M23. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit de créer des conditions à partir desquelles les élections qui sont la voie royale pour accéder aux responsabilités d'État. Compte tenu de la complexité de la situation que j'indique,
dans notre pays, aller à ces élections postule que tout cela soit préparé. Les conditions dans lesquelles on va aux élections est au moins aussi importante que les élections elles-mêmes. Exemple, si nous sommes là à discuter autour de la problématique par rapport aux élections qui viennent, est-ce parce qu'il n'y a jamais eu d'élections dans notre pays? On a bien eu des élections, d'ailleurs qu'à l'international, on a qualifié d'exemplaires en 2006. Mais qui a oublié, in fine, qu'en 2006, un adversaire politique, on a quand même été obligé de dégager de la ville de Kinshasa, ici, en pleine capitale, un adversaire politique par les armes. On a sorti des chars dans ce pays. Est-ce qu'on l'a oublié? 2011, on est passé à... mais de très peu, à côté de la catastrophe. La violence quasi généralisée a été exercée. Pas par une seule famille politique, les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'on l'a oublié? Allons-nous aller en 2016 sans avoir, j'allais presque dire, expurgé la République du Congo de tout ça, de tout ce passé d'une part, et d'autre part, sans mieux se préparer, alors même qu'on constate qu'il y a de nouveaux défis qui se présentent d'une manière spécifique par rapport à 2016. 2016 n'est pas en tout point comparable à 2011. Nous avons cette question constitutionnelle qui fait que pour le président de la République, c'est son deuxième et dernier mandat. Ce n'est pas un détail. Il y a cette question qui concerne le calendrier, aujourd'hui dit global. Et on voit très bien la nécessité qu'il y a d'en faire un calendrier consensuel. Alors nous aller d'une manière sérieuse dans ce pays aux élections sans avoir réglé le problème de nos jeunes qui n'avaient pas 18 ans en 2011. Est-il imaginable? Vous entrez déjà dans le fond de la matière. D'accord. Pour toutes ces questions, en effet, le président de la République, tenant compte du fait que les concertations, non seulement ont eu lieu, mais n'ont pas eu pour matière le règlement de ces problèmes de fond, et qu'aujourd'hui, se plaçant dans la volonté de pouvoir, là où il est, par rapport à ses responsabilités en tant que garant de la nation, de pouvoir donner des réponses qui permettent à la nation de traverser cette zone, a répondu, je dis bien répondu, à l'appel de ceux qui n'étaient pas aux concertations et qui ont depuis demandé à ce qu'il y ait un autre forum à caractère inclusif et qui permette d'adresser ces questions-là. Et donc, c'est en recherchant les modalités de donner corps à cette demande, qui est une demande de l'opposition fondamentalement, que les consultations sont en train de se dérouler. Merci beaucoup de cette réponse, relativement longue, mais suffisamment pertinente. Nous allons prendre une question de Mamina Masseng. Monsieur Mwamba, il y a polémique sur ces consultations organisées avant le dialogue. Il y a également polémique sur qui devra convoquer ce dialogue. Pour certains leaders de l'opposition, c'est Martin Kobler, qui représente la communauté internationale. Pour d'autres, c'est Joseph Kabila. Pour ceux qui attribuent ce rôle à Martin Kobler, évoquent la résolution 2098, ce à quoi la majorité, les institutions répondent que cette résolution ne suspend pas le principe de la souveraineté nationale. Alors, pour vous, comment vous considérez cette question, d'autant plus que pendant longtemps, vous avez fustigé cette tendance malative de l'opposition à chercher l'arbitrage de la communauté internationale dans les problèmes purement nationaux. Mais on sait qu'ici au mécanisme, il ne se passe pas une semaine sans que des gens, des diplomates ou des chefs des structures internationales passent par ici. N'y a-t-il pas une sorte de paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe du tout. Je veux dire que les choses se complètent admirablement. Revenons au texte. Qu'est-ce qui est dit dans l'accord cadre, au chapitre 5, qui dispose des engagements nationaux? La promotion de la réconciliation nationale. Vous savez, quand on dit réconcilier, ça veut dire il faut trouver le moyen de pouvoir réconcilier et l'instrument, l'outil, c'est le dialogue. Pour faire ça, on a besoin de personnes.
Maintenant, les résolutions pertinentes des Nations Unies. Vous parlez de 2098 et j'ai bien compris aussi de la résolution 2211. Mais quelle est la pertinence de ces résolutions? Ça répond et ça correspond, ça vient résoudre quel problème? Dès lors que nous parlons là des matières qui sont les mêmes. Si vous allez dans 2098 au point 14b, vous trouverez promotion de la réconciliation nationale. Si vous allez dans 2211 au 15a, vous trouverez promotion de... Ça paraît concurrentiel, mais en réalité, ça se complète. Comment? Au point de départ, c'est un engagement national. Au point de départ, c'est nous-mêmes qui disons « nous allons faire ». Au point de départ, il s'agit donc pour la République démocratique du Congo de faire. Si nous le faisons, 2098, 2211 transforme les personnalités qui sont visées là-dedans. Dans 2098, en effet, c'est le représentant résident du secrétaire général. Dans 2211, c'est les deux. L'envoyé spécial, qui est aujourd'hui M. Djenit, et le résident, qui est donc M. Kobler. Mais ils deviennent automatiquement des témoins. Qu'est-ce qu'on va faire avec M. Kobler? Qu'est-ce qu'on ferait avec M. Djenit? Dès lors que, sur le plan national et d'une manière souveraine, nous aurons vidé la question de la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Mais ces gens-là deviennent automatiquement des témoins, voire des avocats de la République. Leur travail en ce moment-là, c'est que quand ils sont dans les instances, auprès notamment du secrétaire général, qui est leur... dont ils ont les mandats, et de pouvoir dire, j'aime bien le terme anglais, même si je ne parle pas cette langue, hein, well done, ils l'ont fait. Voyez-vous? Donc ce n'est pas concurrentiel. Le seul problème, c'est que je souhaiterais que dans ce pays, au moment où à l'endroit où nous nous situons, ce qu'on appelle les élites, ce qu'on appelle la classe politique, ce qu'on appelle les gens qui incarnent et représentent la nation congolaise, qu'on ait cette compréhension que parfois, c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc. C'est facile de se plaindre des ingérences. C'est facile de se plaindre de ce que les étrangers viennent se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Mais lorsque nous avons pris nous-mêmes un engagement de faire quelque chose, pourquoi ne pas tout simplement le faire et alors en ce moment-là, en effet, si d'aventure, il y en a un qui veut se mêler de ça, on va dire, de quoi tu te mêles? Mais si nous ne le faisions pas, bien entendu, nous ouvrons la porte à une sorte d'imposition que nous n'aimons pas, que nous ne voulons pas, et qui ferait que, constatant que les Congolais ne font pas, alors seulement en ce moment-là, ces gens-là auront trouvé un rôle. Donc nous sommes ici dans quelque chose, et c'est l'invitation auquel je m'emploie à communiquer à nos élites. Faisons ce que nous avons dit que nous allons faire. Non seulement nous nous en trouverons bien, c'est bon pour la nation, c'est bon pour les Congolais, mais en même temps nous aurons fermé la porte à toute aventure de type ingérence. Oui, monsieur le coordonnateur, ça ne vous a pas échappé qu'une bonne partie de l'opposition jusque-là boude les consultations initiées par le chef de l'État. Et si cette opposition-là, qui est quand même constituée de gros calibres, je pense à l'UDPS, au MLC, à l'UNC, de Vital Kamerhe, si cette opposition continue à camper sur ses positions, donc ça invaliderait ce que vous êtes en train de dire. En d'autres termes, ça nous amènerait à une espèce de médiation internationale. Non, pas tout à fait. D'abord, constatons que les positions des uns et des autres, notamment au sein de l'opposition, sont quand même des positions nuancées. Les uns et les autres ne disent pas non pour les mêmes raisons. Prenons l'UDPS. Que dit l'UDPS? L'UDPS dit que le dialogue est une initiative du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Ça date de plus d'1 an. Exprimé dans un courrier en son temps adressé à M. Kobler. En annexe de ce courrier, il y a une feuille de route très claire qui aborde tous les sujets qui sont mis aujourd'hui sur la table, à savoir est-ce que c'est opportun
quel format, quel agenda, c'est-à-dire quel ordre du jour, pendant combien de temps, etc. Ces choses-là sont mentionnées dans une feuille de route adressée en son temps, il y a un peu plus d'1 an, à M. Kobler par l'UDPS. C'est ce que l'UDPS rappelle en disant on voudrait nous poser à nous, UDPS, aujourd'hui, des questions par rapport auxquelles nous avons déjà. Puis en disant il faut ce dialogue et en voici les éléments déterminants. C'est pour cela qu'à ce stade, sauf erreur de ma part, mauvaise compréhension de cette démarche de l'UDPS, il me semble que la quintessence du non de l'UDPS, ce n'est pas un non au dialogue. Ils revendiquent qu'ils en sont les initiateurs. Mais à la question de savoir, faut-il des consultations type contact préalable, ils renvoient à leur feuille de route en disant, pour eux, cette étape-là est sans objet. Ils vont se remettre en mouvement lorsqu'on passera à l'étape suivante. Je note également, au passage, que parmi les propositions qui sont dans la feuille de route de l'UDPS, il y a cette question de qui doit effectivement organiser. Ils ont un point de vue qui leur appartient, mais puisqu'on va au dialogue, n'est-ce pas justement dans ce cadre-là que les points de vue qui seraient des points de vue opposés pourraient trouver un consensus. Il y a des gens qui disent non par principe. Je pense que c'est des choses qui peuvent se régler avec davantage d'explications. Il n'y a pas ici une démarche où on chercherait à piéger quelqu'un. La seule question est-ce que les sujets qui sont supposés devenir les sujets de ce dialogue sont des sujets qui ne peuvent pas trouver de réponse autrement. Par exemple, la question du calendrier. Aujourd'hui, global, et qui est critiqué par tout le monde, y compris dans la majorité. Ce n'est pas étonnant. On nous a présenté un calendrier global, mais avec une kyrielle de défis. Parmi ces défis, par exemple, il y a cette question du coût. Des élections qui coûteraient au total 1,2 milliard. D'abord, est-ce que ce coût correspond à une réalité? Deuxièmement, puisque ce sont nos élections, et puisque, et c'est vrai, nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de notre souveraineté, tout ça, etc. Allons-nous pouvoir mettre sur la table 1,2 milliard pour ces élections-là? Et si ce n'est pas le cas, à quel moment le gouvernement de la République va-t-il avoir le courage ce n'est pas un sujet tabou, de dire à la nation, ça va coûter 1,2 milliard, mais je ne peux mettre que autant, de sorte à ce qu'on puisse se poser la question subsidiaire, d'où viendrait le financement, d'où émanerait le financement du GAP. Aujourd'hui, nous savons à l'avance qu'en ce qui concerne nos partenaires, ils ont le regard sur la présidentielle de 2016. Point. Or, nous avons programmé sur 2015 toute une série de choses, en 2016 même toute une série de choses, et tout ça, etc. Qui va in fine trancher de cette question? Je note, et c'est apparu très clairement dans les échanges que le président de la République a bien voulu accorder au coordonnateur hier, il n'entend pas être celui qui dit ça sera comme ça et pas autrement. Il dit l'opposition a demandé que ce genre de questions puisse faire l'objet d'une discussion inclusive. Et que de ce point de vue, lui, il est prêt effectivement à aller à une discussion qui permettrait de trouver un consensus sur un sujet comme celui-là. Tout à l'heure, j'avais évoqué, il faut pouvoir le répéter, cette question de jeunes qui n'avaient pas 18 ans en 2011. Qui va trancher de cette question puisqu'il est dit que nous serions, en tout cas en ce qui concerne 2015, dans un process de rattrapage des arriérés au niveau électoral. Mais enfin, nous sommes en 2015. Aujourd'hui, un adulte congolais qui est congolais et a de droits, à qui la Constitution confère de droits, vous allez lui dire
les vieux vont voter, vous les jeunes, vous ne votez pas, attendez, et tout ça, etc. Est-ce que ça tient la route? Mais qui va pouvoir trancher de cette question? Mettons-nous autour d'une table et voyons dans quelle mesure, d'une manière consensuelle, on y apporte une réponse. La question de sécurité, la question concernant les détenus politiques. Dans l'opposition, vous trouverez ces affirmations selon lesquelles, dans notre pays, un certain nombre de détenus ne sont autre chose que des détenus politiques. Alors, trouvons un mécanisme à partir duquel on tranche de cette question et que nos frères, si leur présence dans les prisons ne se justifie pas, puissent sortir. La sécurisation du processus, j'en parlais encore tout à l'heure, non seulement par rapport aux acteurs, mais par rapport aux lieux. Vous savez, nous sommes quand même dans un pays où, au niveau de bureaux de vote, surgissent parfois des petites bandes, je n'ose pas dire des commandos, qui viennent, qui vous ramassent les urnes et tout ça, etc. Donc tout cela a un coût, une fois de plus. Quand est-ce qu'on va pouvoir en parler et trouver effectivement, d'une manière consensuelle, la manière de pouvoir aller? C'est cela qu'on appelle des élections apaisées. Maintenant, entre ceux qui auraient des arrière-pensées par rapport à oui, est-ce que ça va glisser, ça ne va pas glisser. Mais justement, autour de cette table, d'une manière consensuelle, on se mettrait d'accord sur un certain nombre de lignes rouges à partir desquelles, une fois de plus, les Congolais iraient à ces élections-là dans des conditions qui permettent de préserver leur pays de ce qu'on a vu en 2006 et davantage encore en 2011. Nous disons nous sommes dans un processus de démocratisation. Notons que ça n'aurait de sens que si, d'une élection à l'autre, nous améliorons notre façon de pouvoir trancher les questions de légitimité et des questions de savoir qui est le chef et pour combien de temps. Monsieur le coordonnateur, il nous reste très peu de temps. Nous allons prendre la dernière question par notre confrère Robert Ndaï de la RTNC. Merci. Deux petites questions. Vous avez essayé de répondre à cette question tout à l'heure. Pour une certaine classe politique, notamment l'UNC, l'UDPS, la crainte, c'est que ces consultations, ces dialogues est une manière cachée de la majorité d'amener au glissement. Êtes-vous de cet avis? Deuxième question, vous revenez de l'arrière-pays dans le cadre de votre mission, la vulgarisation de l'accord cadre. Est-ce que cela va se limiter seulement au Kasaï oriental ou ailleurs? Alors, d'abord la question politique. Glissement, pas glissement. Mais où est-ce qu'on va en discuter? Comment les gens qui, par exemple, sont foncièrement contre toute possibilité de glissement, où est-ce qu'ils vont faire valoir leur point de vue? À supposer qu'il y ait un point de vue contraire en face. Une fois de plus, ça nous ramène au dialogue. Ce n'est pas parce qu'on dialogue, il y a une expression pas française mais parisienne, c'est pas pour cela qu'on se couche. Un consensus, c'est un résultat que l'on obtient par la force des arguments. Ça a une vertu, cette chose-là. Parce que quand on aboutit à un consensus, il n'y a plus de violence. Et ce qui est recherché ici, c'est des élections sans violence. Donc c'est une raison, j'allais presque dire supplémentaire, pour aller faire valoir son point de vue et même découvrir d'une manière claire et nette quelles sont les visées ou les attentes de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, admettez tout de même qu'on est beaucoup quand même dans la rumeur. En ce qui concerne le président de la République, à quel moment a-t-il dit qu'il ne veut pas quitter son poste à la fin de son deuxième mandat? À quel moment aurait-il dit que son propos, sa démarche, c'est le glissement? Mais en allant à la table de négociation, même si ce n'était pas dit, mais que c'était cela, eh bien, on le verrait par la manière dont ces mandants, éventuellement, vont argumenter. Je veux dire que, quel que soit le biais par lequel on aborde cette question, le dialogue est incontournable. Maintenant, s'agissant des activités du MNS, nous avons en effet une vocation, nous l'avons dit, à
l'anniversaire, au second anniversaire de l'accord cadre, que nous allions, nous, MNS, faire de l'année 2015 une année de forte communication, vulgarisation du contenu de cet accord qui est souvent, hélas, méconnu, et en particulier en ce qui concerne l'engagement numéro 6 qui donc dispose que nous devons promouvoir, les MNS doivent pouvoir promouvoir la réconciliation nationale, les objectifs de la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Et donc, ces 10 ans, je suis en train simplement de dire que ce que nous avons fait dernièrement dans les Kasaï orientales, notamment à Mbujimaï, sous forme d'une forte communication, conférence et tout ça, etc., est quelque chose que nous allons bien entendu répéter sur l'ensemble du territoire, autant que le temps et les aspects matériels vont nous les permettre. Je pense notamment au Katanga, je pense notamment au Kasaï occidental, pour ne parler que des choses qui sont programmées, mais par la suite, bien évidemment, sur le flanc Est et dans le Nord, y compris le Bas-Congo et le Bandundu. Donc, nous allons continuer de le faire. Nous sommes fiers aujourd'hui, avec le séminaire qui vient de se tenir, un séminaire de haut niveau qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine il y a 3 jours, sous l'égide de Monsieur le Premier ministre. Nous sommes fiers, nous, MNS, après avoir fourni à l'État, parce que c'est quand même le gouvernement qui a en charge les réformes nécessaires pour que nous puissions rencontrer les engagements que nous avons souscrits au titre de l'accord cadre. Nous sommes fiers qu'après avoir fourni une matrice qui permette effectivement du plan technique de pouvoir s'assurer que ce qui a été pris comme engagement va pouvoir se faire. Avec ce séminaire, nous avons franchi un pas supplémentaire, puisqu'il y a eu non seulement appropriation du contenu de cette matrice par le gouvernement, je dis que c'était sous l'égide de Monsieur le Premier ministre, mais c'est un processus très intéressant parce que ici maintenant chaque ministère, chaque acteur concerné par les réformes va pouvoir tirer de cette matrice ce qui est nécessaire quant à ceux en ce qui le concerne, élaguer ce qui est déjà fait, parce que les réformes n'ont pas commencé avec la signature de l'accord cadre. Ce sont des choses qui sont mises en œuvre parfois depuis longtemps dans un certain nombre de secteurs. Lorsqu'on élimine ce qui est déjà fait, il reste ce qui reste à faire, et de ce qui reste à faire, il s'agira pour chacun d'établir les priorités et de les mettre dans un chronogramme. Et nous avons travaillé avec le ministère du Plan pour créer les conditions à partir duquel tout ce qui devra se faire en 2016 puisse trouver aujourd'hui des crédits budgétaires quant à ceux. C'est pour cela que vous avez vu que les dates sont des dates antérieures aux discussions, aux conférences budgétaires, et nous avons maintenant l'assurance, à partir de la primature, que lorsque on les appelle les présidents de groupes thématiques, donc les différents ministres, auront priorisé leurs choses et établi ce qui doit se faire entre maintenant et fin 2016, ils iront avec ça aux discussions budgétaires et nous serons assurés que désormais notre budget, qui fait un peu jusqu'à présent, il vit sa propre vie, c'est un budget qui vit sa propre vie. Il faut ramener ce budget par rapport aux priorités concernées par l'accord cadre, et cette jonction va pouvoir se faire. Je veux dire que sur le plan technique, on parle de la modernité et tout ça, etc. Il y a là un travail excellent qui a été fait, et je félicite au passage tous les experts au niveau du gouvernement, au niveau du MNS, au niveau de nos partenaires, parce qu'on a fait ce travail notamment avec la MONUSCO et les gens du PNUD. Donc tout le monde s'est impliqué là-dedans, et aujourd'hui, effectivement, nous attendons avec beaucoup d'intérêt ces conférences budgétaires, et nous aurons maintenant un budget qui a un rapport avec les priorités de la République. Nous avons presque fini. Mais ce séminaire-là a quand même fait valoir la nécessité de mettre en place un médiateur national. Est-ce que le MNS ne se sent pas presque mandaté pour prendre ce rôle-là et l'appliquer très rapidement, si c'est ma compréhension des choses? Est-ce que vous ne pensez pas que ce séminaire, qui est quand même de haut niveau,
vous avez finalement le profil pour jouer ces rôles-là au MENES, le médiateur national? Le principe a été émis et nous avons accueilli cette proposition avec beaucoup d'intérêt, puisqu'effectivement, comme vous le dites si bien, Willy, ça rentre dans les cadres des attributions ordinaires de ce mécanisme, mais un mandat comme celui-là, compte tenu du niveau des enjeux dont on parle, doit être un mandat explicite. Après que le principe ait été émis, il appartient notamment au président de la République de pouvoir éventuellement couler cela sous forme d'une instruction explicite. Et vous le savez, nous n'allons pas nous dérober à nos responsabilités, même si elles sont en tout cas, merci beaucoup. Et tout ça, travailler pour la nation est un devoir pour nous. Merci, vous ne nous êtes pas dérobé non plus à cette responsabilité de communiquer, parce que sous quand même ce soleil, pas très brûlant, mais suffisamment bien, vous avez répondu à toutes les questions de nos amis et nous espérons que les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir connaissent à peu près un tout petit peu de quoi il s'agit. Nous venons d'où, nous allons où, et nous le disions, tout ce qui doit être fait pour que le dialogue entre les hommes de ce pays aboutisse à la paix, ça ne peut être qu'encouragé. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, aux confrères aussi d'avoir participé activement, aux téléspectateurs d'avoir suivi. Nous espérons vous retrouver dans d'autres circonstances à d'autres moments. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.